créer une forêt nourricière et donner des ateliers aussi de pédagogie en lien avec l'environnement, les enjeux environnementaux, etc. Et je suis également chargé de cours en niveau bac et maîtrise sur aussi des cours qui parlent d'environnement, mais pas de permaculture spécifiquement. Et, euh, et donc, je suis aussi responsable en fait, au sein du projet, actuellement, je suis responsable du programme de parrainage d'école dont on vient vous parler aujourd'hui, où on initie les enfants de primaire, notamment, à la permaculture. Voilà. Bonjour, moi c'est Christelle Fournier. Je suis entrepreneur et je suis accompagnatrice en permaculture. Donc voilà, donc j'accompagne en fait des groupes de citoyens très souvent à mettre en place autant des projets permacoles au niveau, on va dire, agriculture ou potager, que du côté également plus de gouvernance partagée, de mobilisation de l'intelligence collective, etc. Je travaille entre autres avec des communautés autochtones où on fait de l'éco-pédagogie au travers de la permaculture et de l'agriculture urbaine. Et puis, en parallèle de tout ça, bien, en fait, on collabore avec Hectare Urbain assez fréquemment en rapport justement avec tout ce qui est éducation dans les écoles en permaculture. Donc voilà, je sais pas, c'est nous qui commencions le petit tour? Oui. Ok, voilà, je crois que pour ma part, j'ai hâte de vous écouter. Et puis peut-être qu'on peut continuer selon l'ordre des sens des aiguilles de la montre sur mon écran. Madame Vernier. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Dominique Bernier. Je suis conseillère en éducation pour un avenir viable à la Centrale des syndicats du Québec. Je m'occupe en fait du réseau des établissements verts Brundtland, pour ceux qui le connaissent. On participe au panel cet après-midi. Puis, à titre personnel, je suis une militante. J'ai une formation aussi en agro-environnement. Donc, je m'intéresse beaucoup à la permaculture depuis les années 90, pour ne pas me rajeunir. Donc, en fait, je suis intéressée à assister à l'atelier aussi parce qu'on organise des événements périodiquement pour nos membres au réseau. Puis, c'est le genre d'atelier qu'on aimerait offrir. Donc, je voulais voir un peu là, ce que vous aviez à présenter, mais je trouvais ça intéressant. Et ensuite, Madame Marie-Françoise, vos micros est fermé. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Donc Marie-Françoise Bossy, je suis avec vous depuis la France. Nous, il est 17h25. Moi, je me suis inscrite à cet atelier surtout pour faire par rapport au lien entre permaculture et éco-anxiété. Donc, je suis ancienne professeure des écoles, enfin ancienne, je suis à la retraite depuis quelques mois. Et auparavant, j'étais professeure des écoles en primaire, puis directrice. Et parallèlement, j'avais suivi la formation cycle court avec le Québec en 2007. C'est pour ça que je connaissais Lucie Sauvé et que depuis, je suis un petit peu ce qui se fait du côté de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est classe dehors. Et j'accompagne une classe de grande section tous les vendredis après-midi. Mais là, actuellement, ça a été annulé en raison et du Covid et du plan urgence attentat pour la France. La directrice n'a pas voulu que les enfants sortent de l'école. Donc là, ça a arrêté le projet. Et je suis aussi très interpellée parce que c'est vrai que tout ce qui se vit au niveau classe dehors ici, en France, il y a une dynamique sortir qui est très active sur tout le territoire et notamment au niveau du Poitou-Charentes, parce que Christelle Ferjot a été vraiment à l'initiative de toute cette dynamique autour de la classe dehors. Et donc, ça répond plutôt positivement. Il y a une vraie demande au niveau des établissements scolaires, mais beaucoup sur la maternelle. Et au-delà, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. C'est comme si c'était un peu décrédibilisé. Donc, c'est bien d'emmener les enfants et les petits, mais que faire avec des plus grands? Et ça, je mets ça en parallèle aussi avec une grande difficulté pour sensibiliser les chefs d'établissement du secondaire. Et qui, autant on voit qu'il y a beaucoup de projets éco-écoles au niveau des écoles primaires,
chez nous. Bon, éco-école ou d'autres démarches un peu plus globales sur les établissements scolaires, mais très, très peu au niveau collège et lycée. Et quand on discute, enfin, quand on échange avec des collègues du secondaire, on a autre chose à faire. Ce n'est pas la priorité. Et donc, je me disais, peut-être qu'un projet permaculture adressé à des collégiens, des lycéens, ou voir des jeunes en post-bac, hein, il y a un institut supérieur, peut-être qu'il y aurait une entrée possible par là pour les rejoindre. Et voilà, je cherche les vecteurs pour rejoindre aussi les plus grands. D'accord. Merci Marie-Françoise. Merci. C'est intéressant d'avoir des gens d'expérience aujourd'hui. En même temps, j'ai aussi envie de prendre soin du temps de l'atelier. Donc, pour les prochains, j'aimerais inviter à parler peut-être en 2 minutes, se présenter rapidement pour qu'on puisse commencer ensuite avec l'atelier. Merci beaucoup. Monsieur Francis? Oui, bonjour. Moi, je suis un ancien de HEC. Donc, les chemins se recoupent. Je suis aussi ancien responsable du programme des jardins communautaires de Rosemont-la-Petite-Patrie. Là, j'ai réintégré mon ancien emploi au Biodôme de Montréal, Espace pour la vie. Et je suis maintenant responsable du programme Mon Jardin. Donc, en lien avec le jardinage, pourquoi pas la permaculture, où on envoie finalement des certifications. Les gens doivent aménager un jardin, ils font certifier leur jardin. Et on a eu beaucoup de commentaires comme quoi le jardinage a été une source de réduction de leur anxiété durant cette sombre période que l'on connaît actuellement. Et ce fut le cas aussi pour ma famille et moi. Nous avons un projet de forêt comestible dans la Naudière, pas loin de Saint-Jean-de-Mata. Donc, plusieurs fins de semaine, nous y sommes allés. Et c'est maintenant une source aussi de connexion, si on veut, intergénérationnelle et avec nos voisins maintenant au chalet, mais aussi à Montréal, puisqu'on ne se voyait pas de très, très proche, mais on pouvait partager des surplus de récoltes ensemble. Donc, j'ai très hâte de participer à cet atelier. Merci. Merci. Monsieur Nicolas Busque, je crois que c'est à vous. Oui, bonjour, Nicolas Busque, enseignant au secondaire. J'enseigne à l'école l'Odyssée de Valcourt. Je travaille à un projet qui s'appelle Carboneutre. Justement, je présente quelque chose sur le déficit nature cet après-midi. J'ai déjà eu le pouce vert, je l'ai perdu. Et c'est pour ça que je suis ici pour voir un petit peu ce qui se fait, puis prendre des notes sur ce que vous allez nous présenter. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Nadia, on te laisse commencer. Oui, en fait, c'est vraiment, on a vraiment on avait beaucoup d'intérêt à présenter aujourd'hui vraiment la permaculture comme une méthode, comme un des outils qu'on peut avoir pour lutter contre l'éco-anxiété. On a vraiment constaté de façon très anecdotique les bienfaits pour nos étudiants ici sur le campus HEC de continuer à jardiner malgré les confinements du printemps et malgré toutes les restrictions qu'on vit en ce moment. Et puis, juste pour vous présenter très brièvement nos projets ici, Hectare Urbain, dans le fond, on a une forêt nourricière, donc ça rejoint un peu ce que vous disiez tantôt, Francis. On a essayé vraiment de recréer les 7 strates qui existent dans une forêt sur la bordure de notre campus. On a aussi un petit projet de conservation de semences ancestrales. Donc, on a les potagers sur nos terrasses ici à l'édifice situé sur Côte-Sainte-Catherine. Et on a aussi des ruches pour réfléchir beaucoup à tout ce que les abeilles peuvent nous montrer au niveau des intelligences collectives, des gestions collaboratives. Comme je le disais plus tôt, on a vraiment le projet de permaculture, de partage de connaissances, d'initiation à la permaculture avec les jeunes du primaire et du secondaire. Le projet nous a permis à date de rejoindre environ 1000 enfants. Puis je dis 1000 enfants en regroupant les deux,
primaire, secondaire. La majorité de ces enfants, c'était des jeunes de primaire. Certains venaient de milieux défavorisés. Puis en fait, on a fait un travail qui allait vraiment, si je peux me permettre, dans un continuum d'engagement. Donc, ça pourrait être vraiment sensibilisation, beaucoup par les jeux très ludiques avec des ateliers très pratico-pratiques. Donc, parfois, on accueillait des jeunes ici sur les campus à faire un petit rallye, une chasse au trésor, où on pouvait aller vraiment en classe, faire une présentation sur la permaculture adaptée aux différents âges. Puis de ça, ben, on pouvait avoir vraiment un continuum de formation avec plusieurs séances jusqu'à la fin de notre continuum où il avait vraiment une vraie intégration de la permaculture dans le curriculum des enfants de 5e et 6e année. On a fait ça, ben, en fait, je dis on, mais c'est vraiment les crédits reviennent à Stéphane puis Christelle qui ont travaillé avec 12 enseignantes de l'école Saint-Octave à l'Est de Montréal pour vraiment dire, ben, on enseigne, oui, les sciences, mais on atteint tous les objectifs d'apprentissage en utilisant la permaculture. Et on combine aussi cette éducation à l'extérieur en amenant les enfants à entretenir un potager à l'école. Pour ceux qui ne connaissent pas Montréalais, c'est quand même une zone de la ville de Montréal qui est assez pauvre en termes vraiment de biodiversité, des espaces verts. Donc, le déficit nature pour les enfants, c'est un vrai enjeu là-bas. Et puis, la COVID est arrivée. Malheureusement, on n'a pas pu faire une évaluation vraiment systématique des apprentissages, puis des compétences et des attitudes acquises par les enfants. Mais la rétroaction qu'on a reçue des enseignants nous a permis de constater qu'il y avait en fait une vraie réduction de l'anxiété, une motivation plus grande pour les enfants d'apprendre. Donc, c'est ça qui a inspiré vraiment cet atelier. Donc, pour juste nous mettre un peu sur le même pied d'égalité quant au langage, j'aimerais peut-être inviter Christelle à nous parler vraiment de permaculture et de sa implication en termes d'apprentissage. Mais je voulais d'abord vous présenter un peu ce qui nous motive à être ici, puis pourquoi on croit que c'est pertinent de vous partager nos apprentissages. Merci. J'imagine que si vous êtes ici, vous devez un petit peu avoir une idée de ce qu'est la permaculture. Donc, ce que je propose, c'est quelque chose de très simple. C'est revenir ensemble sur les bases, juste pour qu'on ait un vocabulaire commun. Et j'aimerais savoir si certains d'entre vous peuvent dire en 2-3 mots ce que c'est pour eux la permaculture. Comme ça, je vais plutôt partir de vous plutôt que de commencer à faire un monologue sur la permaculture, même si c'est en 5 minutes. Est-ce que vous auriez des mots-clés ou des réflexions à faire autour de ce mot de permaculture? C'est quoi pour vous? Moi, je dirais que c'est l'art de l'observation et du laisser-faire. J'adore. Pour moi, c'est vraiment une reconnexion à la nature et d'accompagner le cycle de vie, en fait. Je vais aller avec une définition un peu plus technique, là, mais je crois qu'un des principes de la permaculture, c'est de vraiment réduire, entre autres, les intrants externes. C'est-à-dire, c'est de se rapprocher, de créer un écosystème qui peut avoir une vocation nourricière en essayant de recréer les cycles naturels. C'est-à-dire, on ne va pas rajouter du fumier à chaque année, on ne va surtout pas mettre de pesticides ou d'engrais chimiques, mais on va plutôt recycler les nutriments qui sont sur place et s'adapter aux conditions climatiques qui nous sont fournies par notre position géographique au lieu de combattre constamment ces facteurs-là. Merci en tout cas parce que tous vous venez compléter, puis c'est ce qu'on dit, on dit qu'il n'y a pas une seule définition, on dit qu'il y a autant de définitions que de permaculteurs. Donc en fait, vous avez tous en fait nommé une espèce de philosophie de la permaculture. Francis est même rentré, si je peux me permettre, dans des postures, des principes d'attitude et de conception qui sont déjà plus en détail à l'intérieur. Donc jusqu'à date, il n'y a rien qui me saute aux yeux pour dire non, ce n'est pas ça. Donc voilà. Je voudrais juste rappeler vraiment qu'il y a 3 principes éthiques de base, comme ça je reviens là-dessus, qui sont prendre soin de la terre,
Donc, en fait, quand on dit prendre soin de la terre, c'est représenté par le cercle vert que vous voyez sûrement. Vous le voyez, hein, le partage d'écran, hein, j'ai pas... Ça n'avance pas? Oui, parfait. Donc, prendre soin de la terre, en fait, c'est un peu l'idée de Gaïa, l'idée que c'est autant le vivant que les éléments. On peut prendre soin de l'eau, etc., etc. Ce n'est pas juste les êtres vivants ou la nature, c'est vraiment très large, en fait. Voilà. En rouge, on a prendre soin des humains. Et dans prendre soin des humains, il y a autant prendre soin de soi que des autres. Et ça, cet équilibre est toujours très délicat, d'autant plus quand on parle de permaculture humaine ou sociale ou quand on a des projets de groupe, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus fin. C'est vrai que on va dire que quand on est tout seul, on gère avec soi, mais quand on est avec d'autres, il va falloir voir et on interagit tout le temps avec d'autres. Donc voilà. Et puis le cercle bleu, c'est partager équitablement. Et dans partager équitablement, la philosophie et les méthodes, la permaculture, ce terme-là est né dans les années 70. Et à l'époque, c'est vrai que Bill Mollison et David Mulcahy se sont focalisés, sont partis du constat plutôt qu'il y avait toute l'agriculture conventionnelle qui était en train d'arriver, pesticides, monoculture, etc. Et donc, c'est vrai que la permaculture est née de ce constat en se disant ça ne va pas aller dans le bon sens. Ceci dit, aujourd'hui, on se rend compte qu'on fait des projets permacoles qui n'intègrent pas des fois d'agriculture. Donc, il y a des nouvelles... on va dire, il y a des nouvelles tendances où on se rend compte qu'on peut s'inspirer complètement de ces 3 principes permacoles et quand même se dire que ce sont des projets permacoles, même s'il n'y a pas d'agriculture dedans. Ce qu'on va vous parler aujourd'hui, c'est quand même des projets avec, si possible, des plantes, mais c'est juste pour le mettre en perspective un peu plus large. Donc, entre autres, on parle de permaculture humaine ou sociale dans ce cadre-là. L'idée, c'est d'équilibrer ces 3 principes. Et donc, moi, souvent, je dis que finalement, on n'a pas un projet permacole, on s'inspire de la permaculture pour faire son projet. Donc, ce sont des projets d'inspiration permacole. Ça, c'est ma façon de voir la chose. Puis, vous voyez, autour des 3 gros principes, il y a plein de petits cercles qui sont ce qu'on appelle des principes de conception ou d'attitude qui vont justement orienter, parce que c'est une méthodologie, la permaculture, et donc elle va proposer des systèmes, des méthodes avec des postures qu'on va un petit peu visiter aujourd'hui pour nous aider à faire justement en éducation quelque chose d'assez complet qui va autant toucher le végétal pour essayer d'apporter des connaissances éventuellement pédagogiques si on est dans le contexte d'une école, sinon entre guillemets juste éducatif si on n'est pas contraint à un programme scolaire fort, et en même temps les principes de prendre soin de l'être humain et aussi de partager équitablement, on va pouvoir les rencontrer aussi dans tout ce qui est social avec les enfants, on va dire. Comment on peut interagir avec eux pour créer des postures nouvelles en éducation, qu'on trouve souvent dans des éducations alternatives d'ailleurs. Donc, c'est un peu par là que je voulais commencer. Et donc, c'est nous, durant notre grande expérience qu'on a eue avec l'école Saint-Octave, on a vraiment mélangé les deux. Et on avait autant de la permaculture sociale que de la permaculture agricole, si je peux le nommer comme ça, pendant nos interventions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou est-ce que c'est correct? Je fais une grande aparté. Parfait. Stéphane, je t'en prie, continue. Ok, merci. Oui, j'ai envie de continuer rapidement pour mentionner, en fait, répéter. Vous êtes quelques-uns à avoir nommé l'enjeu de l'anxiété et que c'est ce qui vous avait attiré dans l'atelier aussi, et de vouloir nommer, de faire le lien en fait entre ce que Christelle vient de dire et la valeur en fait de la permaculture par rapport à cet enjeu de l'anxiété, notamment chez les jeunes. Pourquoi? Parce que ce qu'on observe, c'est qu'on vit donc dans un monde où on assiste à un décalage de plus en plus grand en fait entre les impacts de notre société notamment basée sur la production de marchandises à grande échelle, et les impacts sur l'environnement,
et qui devient de plus en plus clair avec une grande conscientisation ces dernières années et une grande prise de conscience. Et notamment en fait, pour nous, on voit ça comme une évolution, mais pour les jeunes, ils sont quasiment nés là-dedans, en fait, depuis qu'ils sont nés, on leur dit le climat, l'environnement, la dégradation, etc. Et donc, ils sont pris avec ça. Et en fait, on peut se sentir vraiment démunis et impuissants face à un enjeu qui nous dépasse tellement. Et donc, c'est là que se génère l'anxiété. Et donc, l'intérêt de la permaculture là-dedans, c'est, comme l'a dit Christelle, c'est que dans son ADN, c'est une approche de solution, c'est une approche de l'action. Donc, Bill Mollison et On Grain, quand ils ont créé la permaculture, ils ne s'attendaient plus à l'aide des gouvernements, à l'aide des entreprises, etc. Ils ont vraiment repris leur pouvoir ici, maintenant, aujourd'hui. Comment je fais pour créer des solutions qui vont permettre de régénérer la terre, de prendre soin de l'humain, etc. Donc la permaculture, comme elle porte ça, en fait, avec les enfants naturellement, et on va le voir, on passe beaucoup par l'expérimentation et on va mettre des choses en place à petite échelle qui vont ensuite peut-être prendre de l'ampleur. Donc rien que cet aspect-là, en fait, va faire une bonne différence par rapport à l'enjeu du climat qui est toujours là, mais la posture d'action va vraiment faire réduire en fait l'anxiété. Pour la suite, on va parler. En fait, on va commencer à nommer quelques points qu'on a intégrés, les points principaux de ce paradigme de la permaculture en éducation, avant de rentrer ensuite dans un exemple plus concret de à quoi ressemblaient nos ateliers et de vous partager ça. Donc, Christelle, est-ce que je te laisse recommencer à parler? En fait, déjà, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un peu des courants pédagogiques, mais on se rend compte que le courant de l'éco-pédagogie, qui est né en fait au Costa Rica, est très, 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 très proche de ce qu'on peut imaginer de la permaculture éducative. Et je sais que moi, même dans ma pratique, je me nomme maintenant éco-pédagogue en permaculture parce que je me rends compte que j'embrasse l'ensemble des paradigmes juste par le fait de porter, entre guillemets, d'essayer de porter l'ADN de la permaculture dans ma pratique. Donc, je vous dis ça parce que je me dis que ça peut vous intéresser d'aller aussi lire sur l'éco-pédagogie. Voilà. Sinon, ce qu'on se rend compte pour voir les paradigmes permacoles en éducation, c'est que l'idée, c'est d'essayer de nourrir les élans de chaque jeune et favoriser l'émerveillement. En permaculture, mais pas qu'en permaculture, en environnement, on se rend bien. Enfin, en tout cas, il y a une posture où je crois que si il y a un émerveillement au monde vivant et au non-humain, on va dire, alors quelque part, on aura envie d'en prendre soin naturellement. Déjà, nourrir l'émerveillement, passer par la beauté, c'est très différent que passer par les enjeux de problématiques. C'est-à-dire qu'en permaculture, nous, on ne commence pas par un problème, on commence par des envies. Et juste cette posture-là est très différente. Et si on l'amène en éducation, ça change déjà énormément la chose. Dans tous nos cours, on nous a toujours dit la problématique, c'est ça. Et on part d'un postulat de problème avant de commencer à rentrer dans une matière. Et là, en fait, en permaculture, on va essayer de ne pas rentrer par le problème. On va rentrer par l'observation, par des élans et plutôt susciter l'émerveillement. Parce que quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, on va de toute façon tomber sur un problème. Donc, de toute façon, il y aura un problème, mais on n'est pas obligé de rentrer par le problème. Et même, on essaye de ne jamais... En fait, on n'est jamais rentré par le problème dans nos ateliers. L'idée aussi est d'essayer de créer un espace sans compétition et plutôt sans compétition et sans comparaison. Et on sait très bien qu'en éducation, c'est compliqué parce qu'il y a la notation, on a souvent les mêmes exercices. Donc forcément, on peut susciter cette comparaison et cette compétition sans faire exprès, hein, un peu par la structure même de l'école. Donc l'idée aussi, c'est de trouver des stratégies pour essayer d'éviter ce genre de choses-là. Puis on va vous montrer, c'est possible. L'idée aussi, c'est d'essayer de favoriser les postures permacoles. Donc, ce que tu disais, Francis, peut-être d'aller... je ne sais pas si tu as nommé l'idée de petit et lentement, mais en tout cas, d'y aller à une échelle, passer par l'action.
essayer d'utiliser ce qui est, ce qu'il y a, c'est ça que tu parlais beaucoup, les intrants. Donc, faire avec le réel et pas faire avec ce qu'on aimerait qu'il soit. Donc, on a envie d'avoir une vision, donc on va avoir peut-être un gros projet, ça, c'est pas un problème, on peut rêver autant qu'on veut, mais on va faire avec ce qui est. Et donc, on revient sur l'observation. Je crois que c'est toi, Dominique, qui a dit aussi observation en permaculture. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très, très important. Donc, voilà. Et aussi, l'idée, c'est de passer à l'action, sachant qu'un échec n'est pas complètement un échec. Et ça aussi, c'est un changement de paradigme par rapport à l'éducation. C'est que très souvent, mais le système de notation amène à ça, il y a les bonnes et les mauvaises réponses. Et là, l'idée, c'est d'effacer au maximum ça et que l'échec soit juste l'expérience de quelque chose qui permettra la bonification. Voilà, en permaculture, on est toujours en rétroaction. Hein. On teste petit, on teste, on constate, on améliore, on bonifie et on reteste. Voilà, donc on est dans un processus de faire. Mais qui est quand même réflexif. Il faut quand même qu'il y ait de la réflexion et du faire. C'est les deux en même temps. Voilà. Je te laisse continuer, Nadia. J'ai un peu pris des choses que tu devais dire. Non, c'est vraiment génial parce que, en fait, je pense qu'on peut faire beaucoup de parallèles avec l'aspect comme plus éducation. Puis, je me permets de faire un clin d'œil aussi à l'éducation aux adultes du point de vue expérientiel pour répondre aussi aux soucis de Marie-Françoise. Puis, effectivement, à la réaction que parfois on peut avoir. Oui, le jardinage, c'est bien pour les petits, les abeilles, c'est bien pour les tout jeunes, mais quand on parle vraiment des jeunes adultes ou des adolescents, comment on peut susciter justement cet émerveillement puis favoriser un apprentissage à peu près n'importe quelle matière en se servant de la permaculture. Et en fait, ce qui vient changer ou bonifier plutôt, quand je pense notamment aussi au cycle d'apprentissage expérientiel, c'est de dire, oui, on fait l'observation, mais on fait l'observation vraiment en créant une empathie puis un sentiment d'écoute. C'est sûr que le fait de dire, bon, dans une classe ou ici, quand je pense à HEC Montréal, quand on pense à l'équipe des étudiants qui se disent, bien, notre forêt nourricière ne va pas très bien en temps de COVID. C'est moins beau que d'habitude parce qu'on ne peut pas être à tous les jours sur les campus en train de desherber ou d'ajouter de nouvelles plantes avec les plantes qui naturellement ont été moins fortes et qui sont parties. Le fait de dire on travaille ensemble associe beaucoup de coopération. Donc, dans l'aspect comme plus vraiment expérience, observation, la permaculture vient bonifier cette étape quand on pense au cycle d'apprentissage expérientiel. Au niveau de la réflexion, c'est sûr que quand on dit le terme permaculture, souvent, ça a l'air vraiment de quelque chose de très technique, mais quand on commence à expliquer c'est quoi, bon, il faut vraiment répliquer ce qu'on voit dans nos écosystèmes. Il faut vraiment utiliser des choses qu'on a ici sur place, vraiment éviter l'ajout des aspects externes. Ça nous amène aussi à un aspect réflexif qui est assez riche. Puis ça peut vraiment aider beaucoup à la conceptualisation d'une façon très positive. Comme Christelle te le disait si bien, autant ici dans nos projets sur les campus, que même dans mon expérience précédente en coopération internationale, quand on commence à dire, bien, on fait l'expérimentation, puis on travaille plutôt sur les atouts qu'on a comme être humain, au lieu les atouts de notre communauté ou de notre groupe de bénévoles, de notre groupe, de notre club de permaculture dans l'école secondaire ou dans l'école primaire, bien, à quelque part, on change vraiment le paradigme de résoudre des problèmes parce que sinon, on s'épuise à résoudre des problèmes. Et là, on se dit, ben, c'est quoi qu'on a comme atout autour de nous? Puis en fait, ben, ça nous amène à l'action. Puis je pense que si on voulait vraiment vous laisser avec un message clé dans cet atelier, c'est vraiment cette possibilité de prendre action, peu importe notre environnement.
On peut être dans un quartier défavorisé où on n'a pas beaucoup accès à un terrain. S'inspirer du principe de permaculture, des fois, ça peut nous amener à animer des processus d'action collective et nous inspirer collectivement pour faire quelque chose. Donc, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages quand on pense à un apprentissage expérientiel à favoriser ce type de posture permaculture. Stéphane, peux-tu nous amener à l'aspect plus pratico-pratique avec des exemples de type de choses qu'on fait? Puis, Oui. en fait, c'est ça. On a suivi un de nos principes aussi de permaculture, de commencer petit, lentement, un changement organisationnel, un changement des comportements, des valeurs. La permaculture nous amène vraiment beaucoup à penser à une philosophie de petits pas, de dire vraiment les changements d'attitude, de comportement, de valeurs viennent par des petits pas. Et ça aussi, je pense qu'en tant que personne d'expérience, vous le savez, mais prendre conscience puis le pratiquer de façon très active avec les enfants et les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes, ça peut être aussi quelque chose assez puissant. Donc, je te cède la parole, Stéphane. Merci. Oui, pour illustrer un peu nos propos et ce qu'on fait concrètement en classe, vous l'avez dit notamment par rapport à la définition de la permaculture, la première personne qui a parlé a parlé de l'observation, qui est le principe numéro 1 de la permaculture. Et donc, c'est un principe qu'on va beaucoup mettre de l'avant. Et concrètement, comment est-ce qu'on fait? Il y a deux volets à l'observation. Il y a l'observation extérieure du monde, qui doit être poussé, on va en parler juste après, mais il y a aussi tout le volet de l'observation intérieure et de la permaculture dite humaine, qui recèle de beaucoup de beaux outils. Et moi, quand j'avais fait ma formation en permaculture, on avait mentionné notamment la CNV, dans laquelle je fais une formation aujourd'hui. En fait, ce sont des approches qui partent justement d'observation extérieure, de dire regardez, les plantes, on ne les met pas n'importe où, on ne les met pas n'importe comment. Elles ont des besoins, elles ont des besoins d'ensoleillement, d'eau, de température, de compagnons bénéfiques, etc. Et les humains, c'est pareil. Les humains, pour qu'ils aient des belles feuilles et des yeux luisants, des yeux brillants, il faut que leurs besoins soient remplis. Et donc, avec les enfants, en fait, il y a des outils qui existent, notamment un outil qui est celui créé par une Québécoise qui s'appelle Manon Jean, qui se déplace dans les écoles et qui va parler de météo des émotions, qui est quand même connue, mais elle a vraiment créé un bel outil. Je pense que je peux partager mon écran aussi rapidement pour vous montrer l'outil principal dont elle se sert en classe. Je pense que je vous le voyez maintenant. Et donc c'est en fait rapidement, ça marche très bien avec les enfants, ça prend pas très longtemps. Et c'est juste de se baser sur l'observation extérieure de la météo pour pouvoir commencer à mettre des mots et décrire qu'est-ce qu'on sent à l'intérieur. Et ça, donc nous, avec Christelle, typiquement, on va l'utiliser au début des ateliers, après cette renommée, ou en faisant notre tour de table, on invite chacun à dire son nom, mais aussi à dire comment est la météo à l'intérieur, là, juste là, maintenant, en arrivant, en toute liberté. Et ça fait partie pour nous de ces valeurs d'empathie, de bienveillance et de lien, en fait, qu'on veut entretenir avec les enfants et qui sont importants dans la posture de la permaculture. Comment je reviens à mon... Arrêtez. Voilà. Donc ça, c'était pour l'observation intérieure. Et puis pour l'observation extérieure, est-ce que Christelle, tu veux commencer et après je complète? Oui, il n'y a pas de problème. En fait, pour juste faire une petite, pour apporter un peu compléter ce que dit Stéphane, c'est incroyable parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on le fait la première fois, un groupe de jeunes enfants est un peu réticent. Très souvent, ils trouvent ça très bizarre, un peu ouais, comment je me sens. Et on se rend compte que le mieux, c'est de pouvoir ouvrir et fermer une session de travail avec eux par un tour de météo ou d'émotion ou ce genre de choses-là. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'au bout de, je pense, de 2-3 fois, c'est réclamé par eux. Et je l'ai même fait avec des jeunes adultes
entre 16 et 26 ans qui étaient, que je devais accompagner, puis qui étaient, justement, je devais un peu les accompagner au travers de l'horticulture pour leur redonner un peu goût à faire quelque chose dans la vie. Ben, les 3 premiers jours, ils se sont beaucoup moqués de moi et ensuite, ils ne voulaient pas partir sans avoir fait un tour de météo. Donc, c'est juste pour dire que souvent, c'est un peu surprenant. Faut un peu c'est un changement, mais qui n'est pas évident. Puis, mais je pense qu'en fait, il doit y avoir quelque chose d'agréable malgré tout, qu'ils trouvent eux aussi. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est observation, on va parler de l'observation vraiment visuelle de quelque chose. En fait, on s'est beaucoup amusé à utiliser une fiche chaque fois qu'on allait, parce que forcément en permaculture, ce qui va se passer, c'est que selon le sujet que vous allez avoir, selon aussi également le temps que vous allez avoir, ça ne va pas du tout être le même processus, on ne va pas pouvoir faire le même style d'atelier, ce n'est pas la même chose de faire un 3 semaines que de faire 1 heure. Et par contre, cette fiche d'observation, on peut vraiment l'utiliser facilement, entre guillemets, en tout temps. Il suffit de choisir quelque chose à observer. Donc là, c'est l'éducateur qui va plutôt être dans ce rôle-là et de choisir quoi observer. Et ensuite, ben voilà, on avait fait quelque chose de tout simple qui peut évidemment être bonifié et changé. Là, c'était plutôt pour des jeunes enfants, justement, de 5e année. Donc, en fait, l'observation, on le faisait par la vue, donc qui décrivent ce qu'ils voient, mais aussi quelle émotion ça leur donne. Et ça, je le fais aussi avec les adultes et je vous jure que ça marche. J'enlève plutôt je change un peu mon truc pour qu'il fasse plus adulte, mais globalement, c'est à peu près la même chose. Faire entendre. Et puis, on peut faire entendre beaucoup de choses. Hein. On peut même faire entendre la terre. C'est assez surprenant, mais on fait bouger comme ça, et puis on peut écouter le sol. On va passer par l'odorat, le toucher, le goût, évidemment quand c'est mangeable, hein, parce que sinon, ça, c'est un peu dangereux. Puis, le dernier, c'est l'observation par la pensée, par les idées qui viennent. C'est un peu l'idée de quand je vois cette arbre, ça me fait penser à ma grand-mère parce que quand j'étais petite, il y avait un poirier chez elle et il ressemblait à ça. Et donc, on est en train d'essayer de faire un lien entre ce qu'on observe de façon complètement entre guillemets objectif, donc il y a vraiment une vraie observation objective, mais bien voir aussi qu'il y a un lien et que ça va forcément faire un lien et un aller-retour avec soi. Voilà, donc en fait, c'est vraiment l'idée de l'observer en profondeur, par la première et la rétroaction sur soi-même, si on veut. Donc voilà, c'est une fiche d'observation, il suffit de choisir la thématique, et puis ce qui est chouette là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc on est en train, par exemple, au travers de ça, d'enlever justement une idée de comparaison ou de compétition, puisqu'en soi, finalement, réussir l'exercice, c'est d'avoir complété à peu près tout, quoi. Voilà. Tu voulais compléter, Stéphane? Oui, je voulais juste compléter. Donc, ça marche très bien avec les enfants, avec les petits, notamment les tout petits, enfin les tout petits de 6 ans, 7 ans. Nous, on leur fait sous forme de chasse au trésor, en fait, cette fiche-là. Donc, on leur demande de trouver dans le jardin une feuille à terre, une feuille plus grande que leur main, une odeur qui leur rappelle la forêt, une feuille douce, une feuille rêche, quelque chose de piquant en tout cas. Et ça marche vraiment très bien. Et en plus, on les met en équipe, en duo. Donc, ils travaillent aussi l'aspect coopératif. Donc, c'est aussi une manière de le faire. Et c'est vraiment un plaisir de les voir tout de suite s'émerveiller. En fait, on touche tout de suite à l'émerveillement dont parlait Christelle, qui est quelque chose de très important pour nous, pour comme entrer dans l'apprentissage et dans le lien en fait, avec cette envie de prendre soin qui arrive naturellement derrière. Ben, c'est vraiment une manière une belle manière de le faire. C'est très agréable à faire. Je vois qu'en fait, on a déjà passé les 3/4 d'heure. On a déjà un petit message. Est-ce que vous avez encore 5 minutes? On voudrait vraiment vous montrer quelque chose de plus concret. J'ai la sensation qu'on a pris un peu de retard avec le début et je m'en excuse. C'est un peu ma faute, mon micro ne marchait pas. En version exercice concret. L'idée, c'est de vous mettre dans une espèce on va faire un exercice de style.
admettons qu'on veut faire un projet sur plusieurs semaines. On a cette chance d'être sur un projet à plusieurs semaines avec des jeunes. Évidemment, l'exercice ne serait pas exactement le même si on voulait le faire sur une seule journée, un atelier d'1 heure, c'est à chaque fois très différent. Mais là, prenons le luxe d'avoir la possibilité d'intervenir à plusieurs reprises pendant quelques semaines. L'idée, c'est de construire en fait quelque chose qui soit à la fois parlant pour l'éducateur et en même temps qui soit parlant pour les élèves. Et ça, c'est tout un enjeu, on s'entend. C'est pas toujours facile et c'est compliqué d'avoir 100% des élèves qui suivront, on est bien d'accord. Mais en tout cas, l'idée, c'est essayer de faire que tout le monde trouve ses élans. Parce qu'en fait, l'idée, c'est ça, c'est de partir des élans plutôt que des problématiques pour justement essayer de casser ce lieu d'éco-anxiété possible, y aller par le bout. Donc, l'idée, c'est que d'abord, l'éducateur définisse les objectifs d'apprentissage pédagogique qu'il veut faire. C'est quoi son but à lui? Donc là, on est vraiment sur quelque chose on parle de l'éducateur qui doit faire ce choix-là, là, c'est assez évident. Pour donner un exemple concret, à Saint-Octave, on avait à un moment donné dans les programme. Et Stéphane, tu veux à la limite fais des exemples de Saint-Octave. Moi, par je exemple, raconte la théorie et toi, tu fais le concret. Dans le programme de Saint-Octave, par exemple, les enseignantes nous avaient demandé en fait, c'était à leur programme de faire la reproduction sexuée des plantes. Donc, on est parti aussi là-dessus, parmi d'autres thèmes, mais ça, c'était un exemple concret d'un des objectifs pédagogiques choisis par les enseignants. De là, en fait, on se dit, bon, bah, il faut choisir une thématique environnementale, dont, c'est ce que je vous dis, dont l'éducateur a l'élan d'aborder. Donc, dans ce cadre-là, c'était Stéphane et moi. Et on s'est dit, bah, quelque chose qui est important quand on veut faire un potager ou quelque chose, même en permaculture, à partir du moment qu'on veut des végétaux, eh bien, on peut partir des semis et des semences. Voilà. Ça, c'est donc là, à Saint-Octave, on a choisi l'angle des semis et des semences pour parler de la reproduction sexuée. Voilà. Ensuite, l'étape d'après, c'est pour essayer c'est vraiment l'exercice de susciter l'élan de chaque jeune, c'est de faire choisir un élément à observer par élève en fonction de son élan par rapport à la thématique imposée. Et c'est là où, en fait, l'exercice commence à être un peu, pas forcément évident, mais qui en tout cas, a fonctionné. Voilà. Oui, là, par exemple, avec les semis et les semences, on pouvait inviter chaque élève à ramener de chez lui une semence pour la semaine d'après. Et puis, à partir de là, on arrivera à faire un temps d'observation en classe, la décrire, de dire d'où elle vient, de quel légume peut-être, puis l'observer, mettre des mots dessus, la dessiner. Donc, il y a plein d'options qui s'ouvrent pour commencer cette dynamique-là. Et le fait de dessiner, c'est quelque chose, moi je sais que je l'ai beaucoup fait, le fait de faire dessiner des plantes à des jeunes, et chacun avait sa propre plante. Et en fait, on crée un lien d'attachement. C'était assez marrant. Ils venaient voir leurs plantes même quand ils n'étaient pas à l'école. Ça, c'était ma parenthèse. Et en même temps, il n'y a pas de compétition parce que chacun a sa plante. Donc voilà, il n'y a pas la bonne ou la mauvaise chose. Une fois ces éléments choisis, eh bien, par exemple, on peut amener des éléments théoriques en parallèle. Surtout si c'est par exemple un exercice sur plusieurs semaines, on peut à chaque début d'intervention ou milieu d'intervention amener des éléments théoriques de connaissances pour faire cette espèce d'aller-retour, on va dire, entre l'observation, le réel et la théorie. Parce qu'on veut quand même amener de la connaissance. Et des fois, ça peut être des recherches personnelles qui font aussi. Oui, et puis on peut ramener aussi ramener les réflexions autour de la permaculture qui font beaucoup, c'est une vision très systémique, donc ils font le lien entre ce qu'on est en train de faire qui est tout petit, qui est prendre soin d'une plante, planter une graine ou observer une graine, et puis on va commencer à tisser aussi en même temps le lien avec des enjeux plus globaux sur l'environnement, etc., sur l'importance de la biodiversité, les écosystèmes. Donc ça, on va le ramener nous pour que les élèves commencent à goûter à cette vision plus systémique des choses. En parallèle à tout ça, l'idée, c'est de les inviter aussi à l'expérimentation, voir s'ils ont envie d'eux-mêmes de faire des choses par rapport à ce qu'ils ont amené, ce qu'ils ont observé et ce qu'ils sont en train d'apprendre. Donc là, typiquement, nous, avec l'exemple qu'on donne, c'était
mettre les semences, en fait, d'expérimenter avec les semences qu'on les a amenées. Donc, ça pouvait être aussi bien les observer, les disséquer, les couper en deux, quoi, ou les mettre dans l'eau. Certaines semences ont besoin d'être plongées dans l'eau avant de germer, dans la terre, et les faire germer. Et ensuite, peut-être, chaque élève aurait sa plante, comme disait Christelle, il va créer un lien avec elle, il va la voir évoluer depuis zéro. Donc, on rentre dans l'expérimentation et on s'approprie de cette manière-là les connaissances. Puis là, évidemment, ça peut être aussi en groupe, hein, c'est pas exclu. L'idée, ensuite, c'est quand même d'avoir un travail de groupe, quoi qu'il arrive, pour s'apprendre les uns les autres. Et là, l'idée, c'est justement, on est un peu sur le partage équitable de la permaculture, c'est comment on partage aussi les connaissances. Ça aussi, ça fait partie complètement de la permaculture. C'est encore une fois faire avec ce qu'il y a. Ça reprend, en fait, Francis, ce que tu dis, on ne fait pas d'intrants, on peut juste se partager nos connaissances entre nous déjà et montrer qu'on peut avoir une autonomie par nos propres connaissances. C'est énorme. Et ça marche aussi avec des adultes. Hein. Ça, c'est s'auto-apprendre entre nous. Là. C'est puissant, puis ça permet aussi de renforcer les connaissances. Ouais. Voilà. Ouais, nous, on a fait ce choix-là en classe. Ça avait été un peu modifié au final par les enseignantes. Mais en fait, notre proposition, c'était de créer On avait deux classes. On avait la chance d'avoir deux classes avec Christelle, des 6e année, 5e année. Non, première année, deuxième année au Québec, en tout cas des 6-7 ans. Et en fait, comme ils n'étaient pas tout le temps ensemble, et qu'on leur donnait des ateliers en parallèle, à la fin de la session, chacun a présenté ce qu'il avait appris à l'autre classe. Donc, les un peu plus grands aux un peu plus petits, et par groupe. Et ça leur a fait faire des petits exposés. Nous, on avait une préférence pour que ce ne soit pas noté, mais les enseignantes avaient besoin alors, on choisit à ce moment-là de faire des notations, mais de faire attention un peu à la pression que ça peut amener, etc. Mais c'est vraiment précieux comme exercice. Et dans ces masterclass, ce qui est chouette, c'est d'essayer de pouvoir leur laisser le libre arbitre du format finalement qu'ils pourront avoir ou du support, si je peux dire plutôt, pour transmettre. On devait leur donner un cadre de temps parce que sinon ça aurait été un peu trop compliqué, mais il y en a certains qui ont pris de la pâte à modeler et qui ont refait une fleur en entier sur tout le système de reproduction d'une fleur. C'était magnifique. Puis il y en a d'autres qui ont décidé de faire des recherches de vidéos, qui ont diffusé des vidéos. Il y en a d'autres qui ont juste parlé. Donc en fait, c'est aussi laisser libre cours à la créativité parce que c'est une expression personnelle. Donc on est vraiment sur aussi quelque part un petit peu quelque chose d'artistique au milieu de ça. Et les profs ont pu noter le français au travers de ça aussi, parce que forcément, il y a des choses à écrire d'une façon ou d'une autre. Et ils ont pu s'en servir pour, en plus des sciences, de l'acquis scientifique, ils ont pu s'en servir comme support pour des acquis en termes d'apprentissage au niveau du français. L'expression devant les autres, etc. De là, en fait, vu qu'on va dire que grâce à ce travail de groupe formé, finalement, c'est comme s'il y avait une connaissance un peu commune de l'ensemble de ce qui a été observé depuis le début par l'ensemble des élèves. Et là, l'idée, c'est de mettre en lumière les enjeux soulevés qui apparaissent naturellement dans la conversation. Donc ça, c'est souvent l'éducateur plutôt qui va le voir, parce que forcément, c'est là où apparaît, entre guillemets, une problématique très souvent. Ce n'est pas systématique, mais franchement, en général, surtout en termes d'environnement aujourd'hui, va y avoir forcément un truc. Par exemple, pour le cas des semences, eh bien, en fait, il peut y avoir des semences qui ne vont pas germer puisque ça vient de chez eux. Et là, en fait, on peut aborder plein de choses. Mmh. Oui, le thème des semences hybrides, de la manière dont on produit les semences aujourd'hui pour notre agriculture, et puis de la perte de biodiversité qui est en lien avec ça. Donc, toujours, encore une fois, faire le lien avec nos observations micro et des enjeux macro qui sont en lien direct, en fait, et de voir que du coup, mais ce qu'on fait en classe, de planter nos semences de notre propre jardin, de récupérer les semences de nos fleurs et de les conserver d'année en année, c'est à notre échelle, mais ça a un impact sur des enjeux très importants qui sont aujourd'hui, par exemple, la perte de la biodiversité, l'érosion de la biodiversité à l'échelle planétaire, qui sont un des 8 enjeux principaux aujourd'hui associés avec l'enjeu environnemental global. Donc,
Donc, c'est de faire ressortir ces liens-là. Et puis, pratiquement pour finir, là, on pourrait parler de co-construire, et c'est et l'idée, c'est ça, d'essayer de co-construire une action concrète qui tente de répondre à un de ces enjeux, en tout cas des enjeux qui seront nommés. Et c'est là où on voit qu'il y a l'action. En fait, c'est par plein de micro-actions, c'est un peu fractal. Hein, ce sont on fait des systèmes un peu. En fait, on retrouve la perma un peu partout. Ouais, et puis là, du coup, on peut choisir d'aller plus loin. Si ça a bien fonctionné, si on a vu qu'à petite échelle, ça fonctionnait bien, ben là, on peut répliquer, dupliquer. Donc, on peut lancer un projet de semencière dans notre cours d'école avec, on va dire qu'en classe, on va participer à la conservation de 5 semences en risque de disparition. Et nous, on va faire ça. Donc, on peut répéter ce qui marche bien. Vu que ça a déjà fonctionné à petite échelle, il n'y a plus qu'à le répéter, à l'ancrer dans le temps. Ouais. Et puis de là, forcément, cette action concrète viendra sur d'autres choses. Par exemple, ça peut être aller visiter des semenciers qui protègent la biodiversité, etc. etc. Donc, ça peut même amener à des nouveaux gros ateliers ou petits ateliers. En fait, c'est bien à l'éducateur après de décider à quel moment il s'arrête en fonction de son temps et des possibles. Et par contre, ça, j'y tiens. En permaculture, on dit qu'il faut toujours célébrer. Donc, l'idée, c'est de célébrer ce qui a été fait et ce qui a été réussi. Il y a plein de façons de célébrer. Hein. C'est reconnaître, en fait, d'une certaine façon et passer par le plaisir. En fait, on essaye vraiment de faire qu'il y ait du plaisir en permaculture d'une façon ou d'une autre. Voilà. Oui, la célébration, ça prend vraiment beaucoup de formes. Mais célébrer, c'est important. Célébrer aussi bien les réussites que les échecs. Et du coup, pour que les échecs cessent d'être perçus comme quelque chose de dévalorisé. Célébrer le chemin. Ouais, et dans ce... Oui, ouais, ben voilà. J'allais dire, dans ce cas, très concrètement, par exemple, ça peut être amener justement des plants à chaque maison, avec, ça peut être des plantes rares. On se rend compte que ça aussi, c'est très précieux pour l'avoir pratiqué même avec des adultes, de leur avoir amené des semences rares qu'ils devaient faire pousser eux-mêmes. Ça change tout de savoir qu'en fait, ils contribuent à quelque chose qui est en train de disparaître. Et justement, on est sur quelque chose à mes yeux, c'est là où on lutte vraiment contre l'éco-anxiété, justement. On est en train de responsabiliser, puis ça peut se faire à l'échelle des enfants avec leurs parents. Et puis forcément, ils vont en parler à la famille, forcément, ils sont acteurs du changement et ça peut se faire même à très jeune âge, en fait. Ouais. Oui, donc voilà un peu la démarche que nous, on adopte en fait avec Christelle et Nadia dans les ateliers et qui est ça, totalement cohérente avec ce que nous, on comprend avec Christelle de la permaculture et qui a en fait un impact vraiment de responsabilisation et de reprise de pouvoir et de changer un peu cette attitude peut-être désespérée ou en une attitude beaucoup plus porteuse de beaucoup plus d'espoir et d'action en fait, chez les adultes aussi, chez les enfants. Oui. Oui, j'avais une question. Donc vous êtes des animateurs en fait, vous animez ces projets-là. Vous n'êtes pas étudiant, vous n'êtes pas partie des étudiants d'HEC. Non. Parce qu'en fait, vous allez avec un groupe d'étudiants d'HEC, vous allez intervenir dans des écoles. Vous allez. C'est bien ça. En fait, il s'est passé. Ouais, il s'est passé plusieurs choses. En fait, moi, je suis accompagnatrice en permaculture, donc moi, je suis entrepreneur, voilà. Hectare Urbain, bon, c'est moi qui vous présente. Hectare Urbain accompagne les écoles depuis longtemps. Il y a des formules justement avec des bénévoles qui sont, entre autres, parmi les bénévoles, il y a des étudiants d'HEC, mais il y a aussi des professionnels en fait qui travaillent, des employés d'HEC qui sont bénévoles au sein d'Hectare Urbain. Et en fait, il y a des programmes où ces personnes-là qui commencent à connaître la permaculture vont dans les écoles pour donner des petits ateliers. Là, ce qu'on vient de vous parler en fait avec Stéphane, c'est que justement 2019-2020, on a mis en place un cours pilote pédagogique en permaculture pour essayer de voir si en venant chaque semaine dans des classes à raison de 3 heures par semaine, on pouvait comme justement amener des connaissances
pédagogique en permaculture au travers des apprentissages scolaires. Et là, dans ce cadre-là, on a été créateur de contenu et facilitateur de ces ateliers-là. Ouais. Donc à Saint-Octave, c'était juste moi et Christelle dans les classes. Mais avec Hectare Urbain, on amène des bénévoles et quand s'ils sont réguliers, en fait, ça prend pas très longtemps pour certains ateliers qu'ils peuvent les donner eux-mêmes. Donc ça dépend vraiment de l'implication de chacun. C'est vraiment une opportunité. Ma question, c'était de savoir où était l'implication des étudiants d'HEC dans ce projet, en fait. Et puis, en effet, c'est ça, c'est des bénévoles. Donc, c'est sûr que c'est vraiment beaucoup l'entretien de nos espaces ici, sur le campus. Mais, mis à part cette expérience d'atelier où on va vraiment en profondeur, puis il y a une fréquence assez grande des ateliers, d'habitude, c'est ça, on suit une approche formation de formateurs. Donc, on forme nos étudiants, puis ensuite, eux, ils peuvent animer les ateliers, même initier les contacts avec les écoles. Si dans leurs écoles de quartier, il y en a intérêt, ils peuvent nous aider aussi à faire un peu de développement d'affaires pour vraiment identifier les écoles qui souhaitent travailler avec nous. Mais c'est ça, c'est le défi, vous pouvez sans doute vous imaginer en ce moment. On a beaucoup de formations en ligne sur les campus. Cette année, c'est une année un peu au ralenti. Mais j'ai quand même eu des étudiants qui ont pris l'initiative de me dire, ben, écoute, on veut vraiment organiser un atelier, on peut vraiment prendre le temps pour repenser les projets, comment on peut les rendre plus agréables, plus attirants pour plus d'étudiants ici à HEC. Mais c'est ça, les projets étaient conçus de cette manière. Très bien, merci bien. Merci à vous. Oui, Francis, vas-y. Oui, je vais en profiter. Je pense que ça va se terminer après, mais c'était vraiment excellent votre atelier. Je vois beaucoup de liens à faire avec le programme d'éducation au biodôme. Comme vous avez dit que ce qu'on apprend à connaître, on finit par l'aimer, et ce qu'on aime, on lui fait attention. C'est dans notre ADN, dans l'équipe d'éducation au biodôme. Donc, j'ai fait plein de liens, donc je vais présenter ça au reste de mon équipe. Pour aller plus loin, j'ai bien aimé votre parallèle entre la permaculture puis miser sur ce qu'on a là, dans la résolution de problèmes, entre autres. Vous vous êtes inspiré de quel... Vous avez pondu ça un soir entre vous ou vous avez trouvé ces inspirations-là dans d'autres ouvrages? Bon, ben, je peux commencer à répondre si tu veux. En fait, on va dire que moi, j'ai un double parcours qui est que d'un côté, j'ai été formée en permaculture, etc., traditionnelle, si je peux dire, donc avec les plantes, avec tout ça. J'ai eu ma ferme en France aussi, en agriculture bio et tout ça. Et en parallèle de ça, je faisais partie des colibris. Je ne sais pas si tu connais, je ne sais pas si tu as vu le film Demain. Mais le fait est, c'est qu'en fait, en groupe, on travaillait avec beaucoup de sociocratie, holacratie, mobilisation de l'intelligence collective, etc. Et on a contribué à monter un éco-village, on a monté une école démocratique, etc., sans salaire, que des bénévoles, avec certains qui auront un poste, mais qui va avoir un poste une fois que les choses seront montées, avec peu de temps. Et en fait, on a monté plusieurs projets, on a monté aussi un web documentaire, sans hiérarchie. Mais il faut avoir des outils pour ça. Et c'est en s'inspirant aussi de tous ces outils qu'on se rend compte qu'en fait, ce sont des outils que la permaculture embrasse complètement. Donc, si vraiment tu veux aller plus loin dans tous ces outils-là, il y a pas mal de choses qui ont été écrites en France qui sont à adapter à la situation du Québec, parce qu'on se rend compte que le Québec, culturellement, a d'autres... et pas dans le même contexte, et que... Oui, voilà, donc il y a des choses à adapter. Je ne sais pas comment le dire. On n'a juste pas la même culture, quoi. Donc forcément, il y a des choses à adapter. Tu peux voir, au niveau, il y a aussi ABCD, communauté. Ah oui, c'est Nadia. Et tu peux aller voir, par exemple, l'Université du Nou en France, qui a fait beaucoup de choses là-dessus. Donc voilà, moi, c'est un peu ma partie. C'est qu'en fait, on s'est dit, ce sont des outils qui embrassent très bien la permaculture. Par contre, ils ne parlent pas de permaculture comme telle. Nous, on a juste regardé la philosophie, les méthodes de permaculture. On a pris ces outils-là qu'on connaissait bien et on s'est dit, mais comment les rendre permacoles ou comment juste
prendre l'axe de la permaculture pour les aborder. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais. Moi, je retrouvais des choses quand tu parlais. J'ai beaucoup lu des choses sur les amanins, Oui. l'école des amanins de Pierre Rabhi en France, donc qui est aussi le lien avec les colibris. Et j'avais vraiment, alors je ne sais plus si c'était un manifeste ou dans une présentation des valeurs portées par l'école. Et ça c'était franchement, on apprend aux enfants à vivre avec ce qui est à leur disposition, hein, et pas être toujours dans le désir d'accumulation, de désirer plus et tout. Oui, c'est vrai, c'est vraiment un mélange. Puis pour moi, souvent, la permaculture, mais alors là, vous voyez, je vous parle de ma posture à moi. Souvent, la permaculture, on voit juste le côté végétal, etc. Puis on oublie complètement de parler de l'être humain. Et on le sait, on prend soin de l'humain, oui, ok, mais on fait comment? Partager équitablement, oui, mais quoi? On ne parle pas que des récoltes, on parle des relations, on parle de la prise de décision, on parle économique. Et il va falloir qu'on le mette en conscience et qu'on en discute et qu'on le mette à l'épreuve. Voilà, donc ouais. Mais dans mon métier, j'interviens beaucoup au niveau de groupes, justement, pour tout ce qui est gouvernance partagée, etc., parce que ça fait partie. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Puis c'est ça, au plaisir. Et si jamais vous souhaitez vraiment approfondir des questions, visiter virtuellement les projets, quoi que ce soit, j'ai inscrit aussi mon courriel dans les chats. Si la question concerne plus spécifiquement Christelle puis ses services, je peux avec plaisir lui transmettre l'information. Je suis en train de mettre mes trucs. Oh, ben parfait. Mais j'ai aussi une page Facebook. Puis sérieux, Francis, si le Biodôme il veut discuter de tout ça, enfin, tu verras bien là, mais on est ouvert et puis. Et puis on a déjà. On travaille avec les jardins botaniques, on a les 4 certifications. Mais oui, c'est vrai. Puis l'ancien jardin collectif pour lequel je travaillais, on était allé chercher les certifications aussi l'année dernière. C'était Marika Deschambault qui s'occupait du programme Mon Jardin. Ouais. On travaille en ce moment à la passation du dossier. Là. Elle va relever de nouveaux défis à Espace pour la vie. Puis je fais une autre petite pub rapidement. Le Biodôme a été en rénovation pendant 2 ans. Et puis, on a développé un nouvel espace maintenant au Biodôme qui s'appelle Acteurs de changement. Donc, c'est une zone où notre mission sera d'amener les gens à passer à l'action. Et puis, on réfléchit à une manière de donner la place à des visiteurs externes, des organisations, des ONG, des choses comme ça, qui viendraient faire part de leur implication, de leurs idées finalement. C'est pour ça que je fais attention à mes mots, parce qu'on ne veut pas qu'ils viennent faire de la publicité pour recruter des gens, mais plus essayer d'amener les gens à passer à l'action. Donc, moi, j'ai déjà contribué à des choses comme ça, et ce que je fais, c'est que je viens avec des participants de certains trucs. Parce que ça, c'est des formules sérieuses. Laisser les participants d'un collectif avec lequel on travaille ou quoi, parler de leur propre expérience, je pense que c'est ce qu'il y a de plus parlant. Oui, c'est ça. Ça peut être quelque chose de pair à pair. Puis, en fait, je pense aussi à amener des enfants. La formation de fois pair à pair, c'est incroyablement puissant. Puis, il y a des enfants extrêmement articulés. Donc, on pourrait se dire, si jamais c'est quelque chose vous voulez nous inclure dans votre programmation, les jeunes de primaire, de secondaire, leurs enseignants, de dire, écoutez, voici, il y a les solutions collectives à une échelle communautaire, ce qui manque beaucoup dans ce qu'on lit dans la presse. Ce sont personnes qui ont fait une initiative extraordinaire à planter 50 000 arbres, ou soit vraiment la solution macro. Mais des fois, c'est un peu ça de dire comment on se rend compte qu'on a une capacité d'agir dans notre ruelle, dans notre quartier, dans notre école. Puis, dans le fond, pour nous, c'est un projet de responsabilité sociale pour nos étudiants. Donc, c'est vraiment juste disséminer, partager les connaissances.
c'est rare qu'on peut avoir cette luxe de dire on n'a pas d'agenda caché, c'est vraiment juste partager nos connaissances et nos expériences. Et d'ailleurs, Francis, je ne sais pas si tu connais, juste ça me fait du pouce, peut-être que Marie-Françoise, tu connais plus les forums, les forums action, le théâtre action. Ah, ça y est, j'ai oublié le terme. Tu vois de quoi je parle Je vois pas, le théâtre forum, je veux dire. Théâtre forum, je crois. Mais oui, le théâtre forum. Voilà, c'est moi j'y arrivais pas. Des fois, trop de mots dans la tête. Le théâtre forum, en fait, c'est une technique qui est très intéressante. On va mettre une problématique, on va mettre des acteurs pour jouer la problématique. Alors, ces acteurs, ça peut ne pas être des grands connaisseurs. Enfin, on n'est pas obligé de prendre des grands acteurs pour jouer la problématique. Et en fait, les spectateurs vont pouvoir venir intervenir dans la pièce, en fait. C'est assez puissant, hein. Mais il faut prévoir faut avoir assez de temps. Ouais, on l'a fait on s'est un petit peu raté parce qu'on l'avait fait sur une journée où il y avait beaucoup de monde et il y avait des conférenciers et tout. On avait posé la problématique avant, on avait fait passer les conférenciers et à la fin, on a voulu rejouer le théâtre forum et on s'était retrouvé un petit peu coincé par le temps. Mais c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça fait participer les gens qui sont là et ceux qui pensent qu'ils ont une idée à apporter pour convaincre. Là, c'était une salle des profs, elle a essayé de convaincre tes collègues pour relancer un projet sur le développement durable. Une journée de sensibilisation pour des enseignants et oui, c'est assez puissant. Donc, voilà. Et sur ces mots de motivation, et on va clore, mais je sens que c'est le début d'une belle conversation. Puis, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir de poursuivre. Merci. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir comme diplômé en proviodance, c'est trop le fun. Salut. Belle journée à vous et belle soirée. Belle soirée. Au revoir. Au revoir.